Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 8. L'étape numéro 8 qui était la première étape dans les Alpes. On avait notamment le col de Rome et le col de la Colombière enchaînés dans le final. C'était une étape où on pouvait partir de loin. Il fallait partir de loin, même parce que la descente du Grand Bornand n'était pas forcément la descente la plus technique. Alors que la descente du col de Rome permettait peut-être de faire des écarts, mais bon, Pogacar, il est parti dès la montée, et c'est vrai que ce col de Rome a encore été extrêmement difficile. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la performance de Pogacar ou encore de la performance des Français. Cette étape numéro 8. Aussi, ce qu'on peut signaler, c'est que Pogacar, il a fait mal, mais on est encore qu'en début de Tour de France, il ne faut pas le négliger. On est à l'étape numéro 8, il y en a 21, c'est-à-dire qu'il peut encore se passer énormément de choses. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, j'ai mis en positif David Gaudu. C'est un peu le seul positif que j'ai trouvé de la journée, parce que sinon ça a été un peu plus compliqué pour les autres Français. Du côté de David Gaudu, ça s'est bien passé, même si maintenant pour la victoire d'étape, enfin pour la victoire sur ce Tour de France, ça va être compliqué. Gaudu, il est à 5,52 de Pogacar. Malgré tout, Gaudu, on s'aperçoit qu'il est à moins d'une minute encore de Vingegaard, qui est 5e, en sachant que Vingegaard, on ne sait pas comment il va tenir 3 semaines, qu'il y a Uran qui n'est pas si loin, Lutsenko aussi à 4,38, il y a quand même des possibilités pour faire encore top 5 du côté de David Gaudu. C'est vrai que la victoire, Pogacar semble avoir fait la différence, il ne faut pas oublier également que Van Aert est deuxième. Du côté de David Gaudu, il était dans le deuxième groupe, donc dans le groupe avec Uran. Il a tenté d'attaquer plusieurs fois. Il n'a pas réussi à faire la différence. Je suis quand même un peu déçu par l'attitude de ce deuxième groupe qui n'a pas tenté de s'allier pour tenter au moins de limiter la casse face à Pogacar. C'est-à-dire Pogacar, il était très fort aujourd'hui, mais en plus, il a été aidé par ses adversaires qui se sont tous un petit peu regardés. Ce qui fait que ce soir, l'écart est assez impressionnant. Du côté de Gaudu, c'était le plus fort de ce groupe-là, mais il n'était pas assez fort pour réussir à faire la différence. Peut-être également que l'étape d'hier. Aujourd'hui, il y a une étape également rondement menée, parce que je crois qu'on est à 38 554, mais on était à 39 km/h dans le Grand Colombier. Donc c'était quand même, vu les difficultés qu'on avait eues auparavant, une étape vraiment très, très, très rapide en termes de rythme. Comme déjà la veille, on avait eu une première heure et demie de course très costaud, peut-être que on commence à être un petit peu fatigué avant la journée de repos qui aura lieu lundi. Et du côté de David Gaudu, on n'a pas réussi à faire la différence. C'est dommage. On va passer au flop. Je commence avec Alaphilippe. Du côté de Julien Alaphilippe, il finit donc 37e à 18 minutes 55. Bon, il l'avait annoncé, il ne jouait pas le général, Julien Alaphilippe. On a eu la confirmation aujourd'hui qu'il ne jouait pas le général avec une performance compliquée. Alors en plus, la pluie, il n'a jamais apprécié vraiment les conditions climatiques difficiles. Julien Alaphilippe, il préfère plutôt la chaleur à la pluie et au froid, parce qu'aujourd'hui il fait 14 degrés, alors c'était bien supérieur, on va dire, aux annonces de la chaîne météo en termes de conditions météo catastrophiques. La chaîne météo était plutôt assez gentille par rapport à ce qu'on a vu dans la réalité. Du côté de Julien Alaphilippe, il disait qu'il ne jouait pas le général. Il n'avait pas non plus l'équipe pour jouer le général. Maintenant, il va jouer quoi? Les victoires d'étape, peut-être dans les Pyrénées, mais j'ai peur quand même que la deuxième partie de ce Tour de France pour Julien soit un petit peu compliquée. Parce que s'il n'arrive pas à prendre les échappées, s'il est un peu fatigué, ça peut être vraiment une deuxième partie de tour moins réjouissante que la première. Du côté de Julien, c'est vrai que le fait que son enfant naisse pendant cette période du mois de juin, ça n'a pas aidé également pour la préparation, je pense, du Tour de France. Après, il peut se rassurer, Julien Alaphilippe, c'est qu'il finit dans le groupe avec Richie Porte
et devant Vincenzo Nibali et Lopez notamment. Mais c'est vrai que la journée de Julien était un petit peu compliquée. Puis Pierre Latour. Alors Pierre Latour, je ne sais même pas où il est, hein, parce qu'il y a eu vraiment une énorme défaillance de Pierre Latour. J'ai 77e, voilà, Pierre Latour, de l'étape à 30 minutes 21 avec Anthony Turgis. Bon, moi, Pierre Latour me surprenait un petit peu sur ce début de Tour de France. C'est vrai que j'avais été un petit peu inquiet après le Tour de Suisse. Et puis, le début de Tour de France m'avait plutôt rassuré. On était bien, il était performant. Là, une journée sans. J'espère que ça ne va pas se reproduire demain. Du côté de Pierre Latour, maintenant, il faudra se concentrer sur une victoire d'étape. C'est un peu décevant quand même pour Total Energy. Parce qu'ils avaient misé quand même sur une bonne place au général de Pierre Latour en début d'année. Hein. C'est ce que disait Jean-René Bernodeau. Jean-René Bernodeau, après, ça fait depuis plusieurs années qu'il nous dit quand même un petit peu parfois des bêtises, qu'il a des ambitions énormes. Au final, ça fait un peu flop, quoi. Derrière, je me souviens notamment, je parle toujours de Mathieu Burgodeau, il nous l'a vendu comme un vainqueur de grand tour. Bon, il y a eu Romain Cardis aussi, qui nous vendait comme un très grand coureur. Moi, je me souviens de Walter Benetto, ça date des années 2004-2005, qui nous mettait comme grand coureur. Jean-René Bernodeau, il n'a pas toujours le compas dans l'œil. Et là, du côté de Pierre Latour, encore une fois, c'est dommage parce qu'il y a un bon début de Tour de France, mais en montagne, on avait vu les limites lors du Tour de Suisse, et là, il a complètement explosé par contre. Hein. Je suis un petit peu inquiet pour les prochains jours. Est-ce que ce sont les conditions climatiques qui n'ont pas aidé Pierre Latour, avec des conditions climatiques très humides, peut-être du côté du français. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on va commencer avec Tadej Pogačar. 4e de l'étape, nouveau maillot jaune de ce Tour de France, maillot blanc également. Pogačar, il est également 5e du maillot à poids. Que dire de cette étape de Tadej Pogačar? Il a été très fort, et il se sentait très fort. Vous avez des coureurs qui ne se savent pas forcément très fort. Lui, quand on a vu les coureurs rouler de chez UAE très tôt dans la journée, on s'est dit, quand même, ça va... Enfin voilà quoi. Il y a une idée derrière la tête du côté de Pogačar. Puis il a très bien mené sa barque aujourd'hui en termes de stratégie. Il attaque au bon moment quand il avait plus qu'un seul équipier avec lui. Il part quand même de très loin. Il part à 30 km de l'arrivée. Sacrée performance de Pogačar. Maintenant, il va falloir se dire qui pourra le battre. À la régulière, je ne sais pas. Pour le moment, il faudrait vraiment qu'il s'écroule à partir de la 2e semaine pour pouvoir revenir sur lui. Du côté de Pogačar, maintenant il est quand même dans une situation qui ne va pas être facile. Il est seul contre tous. Il se peut que des coureurs s'allient aujourd'hui pour faire tomber Pogačar. Ça va être un peu différent. L'année dernière, il n'avait pas pris le maillot jaune très tôt. Il avait pris le maillot jaune le dernier jour. Enfin, l'avant-dernier jour. Il a porté que le dernier jour. Pogačar. Et il n'avait pas le poids de la course à porter. La Pogačar, sur ce Tour de France, il a déjà emmené une grosse armade avec UAE. Aujourd'hui, il a le poids de la course. Comment il va résister à cette pression? Comment il va résister aussi à la pression médiatique autour du maillot jaune pendant autant de temps? C'est la grande question. Je rappelle qu'il prend le maillot même plus tôt que Bernal cette année sur le Tour d'Italie. Et on a bien senti que sur la fin, Bernal, la fraîcheur physique n'était plus vraiment là. Donc on va voir s'il va réussir à tenir Pogačar. Mais je me dis, il a peut-être pris le maillot un peu tôt pour le moment, le coureur slovène. Il a certes une belle équipe, mais bon, c'est pas non plus la plus grosse armada du monde. Donc on va voir ce que ça va donner pour le Slovène. L'avantage, c'est que Roglic a disparu, que Richie Porte n'est pas dans le coup, Geraint Thomas non plus. Donc il y a quand même beaucoup moins d'adversaires. Et beaucoup moins d'adversaires qui l'ont déjà battu. C'est vrai que, à part Carapaz peut-être, et encore, et Godu, qui avait fait un sacré numéro lors du Tour du Pays Basque, Godu, c'était en avril dernier. Oh, ça va... Moi, très clairement, dans le groupe de poursuivants aujourd'hui, je me dis qu'il y a Godu, Carapaz, peut-être Uran, parce que Uran cache toujours son jeu.
qui peuvent aller le chercher. Le problème, c'est qu'il a 5 minutes d'avance sur ces coureurs-là. Donc ça va vraiment pas être facile pour aller battre Pogacar, mais encore une fois, le tour n'est pas fini, il peut se passer beaucoup de choses en 2 semaines de course. Je continue avec Lutsenko, surprenant troisième du général ce soir, Alexei Lutsenko. Alors, il nous avait déjà fait un gros Dauphiné libéré cette année, le Kazakh de l'équipe Astana. Malgré tout, c'était une course d'une semaine, ce Dauphiné libéré où il est fini deuxième. Moi, j'avais dit que j'attendais de le voir en termes de récupération et puis au niveau de la haute montagne. Parce que Lutsenko, sur le dernier Dauphiné, on a vu des étapes qui correspondaient à son profil, c'est-à-dire de la moyenne montagne, sauf lors des dernières journées, des 2 dernières journées, surtout avec la Plagne et l'Échelle. Et moi, j'attendais de voir comment il va tenir sur plusieurs étapes de montagne d'affilée. Mais aujourd'hui, il a fait encore une fois de belles performances. Il a bien enchaîné Dauphiné au Tour de France également. Alors, il est un petit peu caché parce qu'il n'a pas fait mieux que 10e au niveau des classements des étapes sur ce Tour de France. Mais encore une fois, au niveau du général, il est 3e à 4,38. En décomptant Van Aert, c'est le premier des poursuivants. Donc ça, c'est très intéressant. Puis on ne s'attendait pas du côté d'Astana, peut-être à une aussi belle performance sur ce début de Tour de France. Surtout qu'à part Lutsenko, d'autres coureurs sont un petit peu timorés, comme Alex Aramburu. Donc on verra maintenant comment ça va se passer du côté de Lutsenko. Il y aura déjà l'étape de demain qui sera un gros morceau. On sera à plus de 2000 mètres d'altitude du côté de Tignes, pardon. On verra comment ça va se passer. Mais s'il passe bien Tignes, après, le seul problème pour Lutsenko, ça sera la récupération. Ça sera la dernière inconnue pour Alexei Lutsenko. Mais il se sent fort quand même cette année. On a vu, on l'a quasiment pas vu sur les classiques ardennaises comparé à d'habitude. C'était un cours qui était beaucoup plus visible. On sent qu'il y a quand même un état d'esprit pour préparer le Tour de France depuis quelques temps du côté de Lutsenko, de transformer en grimpeur. Je rappelle, c'est quand même un coureur qui est capable de s'imposer sur des côtes de moyenne montagne. On rappelle sa victoire lors du Tour de France 2020 à Lutsenko. C'était une étape qui n'était pas forcément très difficile, mais il y avait quand même un petit peu de dénivelé positif. On continue du côté des coureurs au top avec Wout van Aert. Dommage, Wout van Aert, c'était tellement bien tenté cette attaque dans le final pour Van Aert. Voilà, dans le final, dans cette étape du côté de Van Aert, il en a manqué. Je pense qu'il ne s'attendait peut-être pas forcément non plus à ce que Pogacar montre les crocs aujourd'hui. Mais Pogacar voulait montrer à ses adversaires, voulait assommer ses adversaires pour avoir peut-être moins d'offensive contre lui, pour faire sentir à tout le monde qu'il était le plus fort aujourd'hui. Et du côté il voulait marquer le coup, Pogacar, du côté de Van Aert. Si Pogacar ne fait pas ce numéro-là, très clairement, il prend le maillot jaune ce soir. Après, la saison de Van Aert est quand même pas forcément évidente, étant donné qu'il a eu l'appendicite il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, il y aura d'autres objectifs sur ce Tour de France, notamment sur les victoires d'étape. Avec la situation de Roglic, il va se retrouver à avoir beaucoup plus les coups des franges qu'auparavant le coureur belge, le champion de Belgique. Mais c'est dommage parce que là, encore une fois, l'attaque était bien sentie. Il a fait craquer Van der Poel. Après, derrière, le problème, c'est qu'il est tombé sur un phénoménal Pogacar. Du côté des flops, je commence avec Miguel Ángel López. Compliqué ce Tour de France. Pour Miguel Ángel López, 31e. Erreur de trajectoire en plus aujourd'hui, mais de toute manière, le coureur de la Movistar aujourd'hui est cantonné à un rôle d'équipier. Alors peut-être également que du côté de Miguel Ángel López, on est en train de jouer pour la Vuelta. Parce qu'on sait très bien qu'entre le Tour de France et la Vuelta cette année, il y aura peu de courses de préparation. Il a repris extrêmement tard. Je rappelle, López, il a repris au Tour de Romandie. Mais c'est vrai que
voilà, c'est quand même dommageable pour ce coureur parce qu'il avait fait un pas mauvais Dauphiné. Hein, il avait été voilà, 6e, c'était intéressant par rapport à la forme. Et là, il est complètement inexistant sur ce Tour de France, mais c'est pas la première fois où il passe à travers d'un grand tour de manière assez, on va dire, incompréhensible. Notamment, c'était, je crois, en 2019, où il avait pas fait où il avait fini 5e de la Vuelta et 7e du Tour d'Italie, mais sans vraiment avoir imposé son talent sur la course. C'est dommage parce que c'est un bon coureur, Miguel André Lopez, vainqueur du Tour de Suisse, vainqueur du Tour de Catalogne. Mais sur les grands tours, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Alors que peut-être que c'est au niveau de la récupération, peut-être que c'est au niveau physique. Mais c'est dommage parce que c'est un coureur qui a beaucoup de talent. Et encore une fois, ça ne paye pas aujourd'hui au plus haut niveau. Je poursuis avec Roglic. Pourquoi Roglic? Je ne comprends pas Jumbo. Pourquoi ils le font continuer aujourd'hui, Roglic? On s'aperçoit quand même qu'il est totalement hors de forme. Hein. Il a lâché extrêmement tôt. Il n'est peut-être même toujours pas arrivé, hein, Roglic. Je vais regarder tout de suite chez Jumbo s'il est arrivé. Il est 17h59 là au moment où je fais la vidéo. Non, il n'est toujours pas arrivé alors qu'on a déjà 35 minutes d'écart. Les délais, c'est 37. Autant te dire que techniquement, hop, il va se retrouver hors délai. Je ne comprends pas pourquoi on l'a fait continuer. Voilà. Pour moi, il ne devait pas continuer la course parce que on voit bien l'étape d'hier, il n'est pas dans le coup, il fallait le faire abandonner. Il y a peut-être des douleurs physiques, il y a peut-être quelque chose de sous-jacent derrière la chute de l'étape de Pontivy. Peut-être que voilà, il y a une fêlure. On n'a pas forcément repéré aux premières radios ce qui s'était passé avec Thibaut Pinot, mais là on voit encore qu'il n'est pas au top de sa forme, qui ne se refera pas la cerise d'ici la fin du Tour de France. On ne se refait pas la cerise quand on a subi une déconvenue telle. On ne se refait pas la cerise à ce point-là. Le seul qui avait réussi à le faire, c'était Floyd Landis. Mais à l'époque, il aimait se faire perfuser du sang pendant ces moments de repos. Donc, je ne comprends pas cette stratégie, comme l'année dernière avec Thibaut Pinot, de faire continuer les coureurs, ce qui peut parfois aggraver des blessures, parce qu'on voit que du côté de Thibaut Pinot, on a mis quasiment un an. Il va faire quasiment saison blanche. Thibaut Pinot, il a repris un peu l'entraînement. J'ai vu ça là sur Internet ces derniers jours, où il avait mis un message, je ne sais plus sur quel réseau social, j'ai vu ça. Mais du côté de Roglic, je pense qu'il faut le faire abandonner. Et puis en plus, au niveau de l'ambiance dans l'équipe, quand ton leader n'a pas performé, c'est compliqué dans le bus tous les matins, parce que tu le vois voilà, un peu errer comme une âme en peine dans le bus. Courir sans objectif, essayer de retrouver des sensations, mais qu'il ne retrouvera pas. Et je pense que pour le bien de l'équipe et se concentrer pour Vingegaard, il faudrait qu'il abandonne. Et puis je termine avec Ineos. Aujourd'hui, à part Carapaz chez Ineos, c'est quand même la douche froide. Hein. L'armada prévue, au final, elle fait un peu plouf. Hein, c'est terrible pour cette équipe parce que ils ont fait un énorme Giro autour de Bernal où ils ont été incroyables de puissance. Et là, Richie Porte à 18, pareil pour Guggenhardt. Geraint Thomas qui disparaît du classement général, il ne reste plus que Carapaz. Et sans forcément avoir un effectif autour de lui extrêmement fort parce que j'ai pas trouvé Kwiatkowski ou Luc Rowe incroyable depuis le début du Tour de France. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coureurs qui n'arrivent pas en forme sur ce tour. Et c'est dommage parce qu'on était sur une belle dynamique depuis le début de saison et que là, chez Ineos, ça s'écroule. Assez incompréhensible quand même l'état de forme de Geraint Thomas, de Richie Porte. Ils n'ont pas réussi à enchaîner Dauphiné, Tour de France. Et du côté de Carapaz, j'ai l'impression quand même qu'il est moins fort que sur le Tour de Suisse. J'ai l'impression qu'autour de la préparation du Tour de France, dans cette formation, on a fait des erreurs.
Demain, arrivé à Tignes, Cluse, Tignes, étape très courte, étape très difficile, notamment avec le cornet de Roseland et la montée de Tignes. Il y a peut-être moins de pourcentage qu'aujourd'hui, mais ce sont des montées très très longues. La montée de Tignes, c'est 20 km. Donc, certes, sans gros pourcentage, mais 20 km quand même. Et puis on arrive à plus de 2000 mètres. Donc ça va avoir des conséquences. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!